le soir où son père a baissé les yeux devant l'accusation d'Hortense, il lui restait dans sa valise une petite cuillère en argent et une adresse qu'elle n'avait jamais entendu prononcer. Dehors, la pluie tombait sur les vignes. Un vieux notaire attendait au bord de la route, une enveloppe cirée sur les genoux, comme s'il avait toujours su qu'un jour d'automne finirait ainsi. On lui a légué une bâtisse à demi effondrée au flanc d'une montagne, 2 hectares de cailloux gelés, et le mépris tranquille d'un village qui répétait depuis 40 ans le mot de sorcière. Des ruines et de la neige, a murmuré la boulangère en lui rendant sa monnaie. Repartez avant les rameaux, mademoiselle. Mais sous ces pierres que personne n'osait plus toucher, un vieux chien de montagne à l'étoile blanche sentait quelque chose qu'elle n'imaginait pas encore. Et ce qu'elle a découvert au bout du corridor gelé a bouleversé le destin de tout un hameau, pas seulement le sien. Si vous avez déjà tenu debout quand plus personne ne vous attendait, cette histoire vous est destinée. Restez jusqu'au dernier chapitre, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, quelle est la vérité que personne n'a jamais pu vous voler? Il m'a fallu bien des années pour comprendre que le froid, quand il est propre, ne tue rien. Il conserve, il attend. Il garde intact ce que le feu, lui, dévore en une seule nuit. Je ne l'ai vraiment su qu'à 22 ans, dans une glacière effondrée du massif des Bauges, un grand chien couché en travers de mes pieds. Mais l'histoire commence plutôt en Bourgogne, dans une maison de pierre où je n'avais jamais eu tout à fait ma place. En cette fin d'hiver-là, je terminais mon mémoire au laboratoire de chimie de l'école de Dijon. Le sujet, on me l'avait accordé du bout des lèvres, comme on prête un vieux livre à quelqu'un dont on n'attend rien. La conservation des matières végétales par le froid lent. Mes professeurs préféraient qu'on parle de synthèse, de rendement, de choses modernes. Moi, je pesais des feuilles de menthe alpine sur une balance de précision. Je notais leur perte d'arôme heure après heure. Je remplissais des carnets d'observations minuscules. J'aimais ce travail comme on aime une chose qu'on ne s'explique pas encore. Plus tard, j'ai compris que je poursuivais, sans le savoir, une recherche commencée 50 ans plus tôt par une femme que je n'avais rencontrée qu'une seule fois dans ma vie. Je ne me souvenais presque plus de ma grand-mère paternelle. J'avais 6 ans, elle en avait 91, elle vivait très loin, dans un village dont j'oubliais toujours le nom. Elle m'avait tenu la main dans un jardin de montagne. Elle m'avait montré une plante grise qu'elle appelait le génépi et une autre, bleue, la gentiane. Elle m'avait donné une petite cuillère en argent gravée d'un F. Elle sentait la cire d'abeille et le foin sec. Puis on ne m'avait plus parlé d'elle. Ma mère est morte 2 ans après, un printemps, d'une longue maladie que personne n'expliquait à une enfant. Après cela, dans notre maison, on n'a plus parlé de personne pendant longtemps. Mon père, Édouard Fontaine, avait alors 39 ans. Il possédait 10 hectares de vignes en côte, une bâtisse aux tuiles brunes, une réputation d'homme honnête qui commençait déjà à se fissurer. Il s'est remarié 1 an plus tard avec Hortense. Elle était belle, elle riait fort, elle avait des projets pour tout, y compris pour moi. Blandine, ma demi-sœur, est née dans la foulée. J'ai vécu 15 ans dans cette maison comme on habite un couloir, sans jamais m'arrêter, sans jamais y poser tout à fait mes affaires. Je gardais dans un tiroir la petite cuillère en argent et un médaillon rond qui avait appartenu à ma mère. Je n'y touchais pas. Je vérifiais seulement de temps en temps qu'ils étaient toujours là. Quand je suis rentré pour l'anniversaire de mon père cette année-là, la pluie tombait sur les vignes nues. Je me souviens du bruit du gravier sous les roues du taxi, du chien du voisin qui aboyait derrière son grillage, de la fumée grasse qui montait de la cheminée. J'avais apporté un livre pour lui, un ouvrage sur les cépages anciens de la région. Il l'a posé sur le buffet sans l'ouvrir, comme on pose un objet dont on ne sait pas quoi faire. Au dîner, Hortense a servi le vin elle-même, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Elle portait un chemisier de soie crème, une broche discrète, un parfum trop lourd pour la saison. Elle a attendu le dessert. Adèle, a-t-elle dit, ton père et moi avons pris une décision. Mon père fixait son verre. Blandine me regardait avec une attention étrange, un peu trop droite, un peu trop calme, comme quelqu'un qui a répété sa scène. Le fils Reboulet nous a fait une proposition sérieuse. Il souhaite t'épouser. Sa famille rachèterait la moitié du domaine et nous laisserait exploiter le reste. C'est une chance pour tout le monde.
pour toi aussi. J'ai reposé ma cuillère. Je ne connaissais pas le fils Reboulet. Je l'avais aperçu 2 fois à des foires, un garçon lourd aux mains molles, qui parlait toujours des affaires de son père et jamais des siennes. Non, ai-je dit. Le silence a duré. Hortense a souri comme on sourit à un enfant qui n'a pas compris la question. Ce n'est pas une question, Adèle. Alors ce n'est pas une conversation, ai-je répondu. Je me suis levé, j'ai plié ma serviette avec soin, je suis monté dans ma chambre. Derrière moi, j'ai entendu Blandine dire, très bas, « Elle ne comprendra jamais ». Et Hortense qui répondait, plus bas encore, « On va l'aider à comprendre ». Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai relu 2 fois le même chapitre d'un livre dont je ne retenais rien. Vers 5 heures, j'ai entendu quelqu'un marcher dans le couloir. Le lendemain matin, la broche en argent qui avait appartenu à ma mère avait disparu du coffret d'Hortense. À midi, on l'a retrouvée dans ma valise, glissée entre 2 chemises pliées, à un endroit où je n'aurais jamais rangé quelque chose de précieux. Hortense a hurlé au vol. Blandine pleurait, mais ses yeux restaient secs. Mon père, lui, regardait ses chaussures comme si elles lui étaient devenues étrangères. « Sors », a-t-il dit enfin, sans lever la tête. « Sors avant que je ne sache plus ce que tu es. » J'ai attendu qu'il dise autre chose. Il n'a rien ajouté. La pluie n'avait pas cessé. J'ai fait ma valise en 10 minutes, j'ai pris le médaillon rond de ma mère, j'ai laissé la broche sur la table de la cuisine, bien en évidence, pour qu'on ne puisse plus prétendre qu'elle avait disparu. J'ai marché jusqu'à la grille avec ma valise et mon manteau trempé. Blandine m'a regardé passer depuis la fenêtre du salon, immobile, une tasse à la main. Sur la route départementale, à 100 mètres du portail, une vieille Peugeot noire attendait, feux allumés. Un homme en est descendu, un chapeau à la main, la taille moyenne, l'âge de mon père en plus lent. Il s'appelait Maître Vernier. Il était notaire à Chambéry, et il n'était pas là par hasard. « Mademoiselle Fontaine, m'a-t-il dit avec une gravité douce. Votre grand-mère m'avait fait promettre. Elle m'a fait jurer de vous remettre ceci le jour où il vous briserait. Je suis venu 2 fois par an à Beaune depuis 20 ans, au cas où. Ce soir, il pleut. Montez. » Il m'a tendu une enveloppe cirée, épaisse, cachetée d'un seau de cire brune. Puis il m'a ouvert la portière comme on ouvre une porte à quelqu'un qui rentre chez soi, sans le savoir encore. Le train de nuit a quitté Dijon un peu avant 11 heures. J'étais seul dans un compartiment de 2e classe, la valise coincée sous la banquette, le manteau étendu à côté de moi pour qu'il sèche. Je regardais défiler la nuit noire, les feux jaunes des passages à niveau, les petites gares fermées où personne ne descendait. J'ai attendu d'être hors de Bourgogne pour ouvrir l'enveloppe. Il y avait à l'intérieur une feuille pliée en 4 et une clé en fer forgé, longue comme la moitié de ma main. La feuille portait l'entête de Maître Vernier, la date d'un mois de septembre 3 ans plus tôt, et une écriture penchée que je reconnaissais sans l'avoir jamais lue. Ma grand-mère m'y léguait une glacière abandonnée dite du Vieux Moulin et 2 hectares de terre au-dessus du village de Sainte-Colombe-en-Bauge, dans le canton de Chambéry, département de la Savoie. Elle ajoutait en note que le lieu n'avait pas de valeur marchande, mais qu'on n'y bâtissait rien sans y bâtir soi-même. Je me souviens d'avoir souri pour la première fois depuis 2 jours. Je me suis endormi contre la vitre glacée. Dans un rêve court, j'ai revu ma grand-mère dans son jardin. Elle me tendait le génépi entre 2 doigts. Elle me disait tout bas, « Sens, ma petite, ça, c'est la montagne qui pense. » Ma mère, plus loin, ramassait des cerises et riait sans faire de bruit. Quand je me suis réveillé, la vitre était couverte de buée et le train ralentissait. J'ai essuyé le carreau du revers de la Manche. Il neigeait. J'ai su plus tard que c'était l'une des dernières grandes tempêtes de mars sur la Savoie. À la petite gare de Chambéry, il n'y avait presque personne. Le chef de quai m'a regardé descendre avec ma valise comme on regarde une voyageuse perdue. Dehors, la neige tombait drue, en gros flocons lents. J'ai demandé au bar de la place s'il y avait un taxi pour Sainte-Colombe-en-Bauge. Le patron a levé les yeux de son journal, il a réfléchi une seconde, il a haussé les épaules. « Cette route-là, mademoiselle, on n'y monte plus depuis longtemps. Il n'y a plus grand-chose là-haut. Il n'y a même plus personne à visiter. »
Il y a quelqu'un, ai-je dit. Il y a moi. Il a souri poliment comme on sourit à quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il vient d'entendre. J'ai fini mon café. J'ai pris le petit car qui montait jusqu'au bas de la vallée, puis j'ai marché. 3 heures dans la neige, la valise qui devenait plus lourde à chaque kilomètre, le manteau qui n'était pas fait pour ça. Je serrais le médaillon de ma mère dans la poche de ma veste. Je le tournais entre mes doigts sans m'en apercevoir. Vers la fin, je me souviens surtout du silence. Un silence propre à la haute montagne enneigée, un silence qui a une épaisseur et un poids. On n'entendait que la neige qui tombait sur la neige et, très loin, une clochette d'étable. Je suis tombé 2 fois. À la 3e, je ne me suis pas relevé tout de suite. La lisière d'un bois de sapin montait au-dessus de moi, très noire dans la blancheur. J'ai pensé très calmement que si je m'endormais là, ce ne serait pas plus mal. C'est à ce moment-là qu'il est sorti des arbres. C'était un grand chien de montagne, gris ardoise sur le dos et noir sur les pattes, avec une étoile blanche parfaite sur le poitrail. Il n'aboyait pas. Il avançait à pas mesurés, la tête un peu basse, les yeux fixés sur moi. Un bouvier bernois, sans doute vieux, je l'ai vu à la lenteur de sa démarche et au blanc qui gagnait déjà sa truffe. Il s'est arrêté à 1 mètre. Il m'a longuement regardé. Puis il a baissé la tête et il a léché doucement le dos de ma main gantée. Je crois que je lui ai parlé. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Il a fait demi-tour et il a marché sans se presser vers le sentier qui remontait le long du bois. Il s'arrêtait tous les 15 mètres pour vérifier que je suivais. Je l'ai suivi. Je ne pouvais faire que ça. Il m'a mené au bout d'une demi-heure à une bâtisse basse, presque entièrement enfouie sous la neige, adossée à un talus. Un toit en lauze que la neige recouvrait comme une couverture, un mur de pierre sèche, une porte de bois épais renforcée de traverses de fer. Au-dessus de la porte, gravée dans une pierre plus claire, une inscription à peine lisible sous la glace. « Glacière du Vieux Moulin, 1897 ». La clé de fer forgé a tourné avec une résistance douce, comme si elle reconnaissait la serrure. Il faisait plus chaud à l'intérieur que dehors, ce qui n'a pas de sens dans une glacière, et qui pourtant était vrai ce soir-là, à cause de la neige qui isolait. J'ai posé ma valise. J'ai allumé une bougie que j'ai trouvée dans un pot en terre, à droite de la porte, à l'endroit exact où l'on aurait posé une bougie si l'on avait attendu quelqu'un. Le chien s'est couché sur la sûre du sol. Sur une étagère, à hauteur des yeux, il y avait un collier de cuir noirci, avec une plaque en laiton. J'ai passé mon pouce sur les lettres pour les lire. Ourson à Séraphine Fontaine. Il avait posé le menton sur ses pattes. Il attendait calmement, comme quelqu'un qui a fait son travail et qui peut enfin se reposer. J'ai compris ce soir-là qu'il ne m'avait pas trouvé par hasard dans la neige. Il m'attendait depuis longtemps. Le lendemain matin, la lumière est entrée par une lucarne haute que je n'avais pas vue la veille. La neige, dehors, s'était calmée. J'ai fait le tour de la glacière avec Ourson qui me suivait pas à pas. La bâtisse était plus vaste que je ne l'avais cru dans le noir. Une salle basse en enfilade avec un plafond soutenu par 3 poutres énormes, taillées à la hache. Des étagères en bois clair sur les murs. Un long établi central, en chêne, marqué de brûlures fines qui étaient, j'allais le comprendre, des traces de moules à sorbet chaud. Au fond, une cloison de planches derrière laquelle j'entendais goûter quelque chose. J'ai ouvert. Le côté nord de la glacière s'était effondré. Une avalanche ancienne ou un affaissement du talus. Le plancher de sûre, en revanche, était sec et intact. La structure principale tenait bon. Ce que la montagne n'avait pas voulu prendre, elle ne le prendrait plus. Vers 10 heures, je suis descendu au village. Sainte-Colombe-en-Bauge, en cette saison, ressemblait à un village de crèche. Une trentaine de maisons de pierre grise, agrippées au flanc de la montagne. Un clocher penché, une fontaine gelée, quelques cheminées qui fumaient droit. J'ai poussé la porte de la boulangerie. Un carillon de cuivre a sonné. La boulangère, une femme d'une 60aine d'années, sèche, les cheveux gris tirés en arrière, s'est retournée. Elle m'a regardé un long moment sans rien dire.
Bonjour, ai-je fini par dire. Je voudrais une miche, s'il vous plaît. Elle a pris une miche ronde, elle l'a posée sur le comptoir. J'ai sorti mon porte-monnaie. Vous êtes la petite fille de la sorcière du froid, non? A-t-elle dit d'une voix très calme. Je suis resté immobile, la main sur mon porte-monnaie. Elle n'attendait pas de réponse. Elle a poussé la miche vers moi. Prenez, je ne veux pas votre argent. Et rentrez chez vous avant les rameaux, mademoiselle. Cette maison-là a déjà usé une famille. Elle en usera une autre. Elle n'était pas méchante. Elle disait cela comme on répète une vieille chose qu'on tient pour vraie. Je l'ai remerciée, j'ai pris la miche, je suis sorti. Au bistrot, en face, un vieux prêtre en soutane sombre est resté à me fixer par-dessus son verre de vin chaud. Il n'a pas hoché la tête, il n'a pas scié. Quelques enfants qui traversaient dans la rue m'ont dévisagé avec la curiosité franche des enfants, pour qui les histoires des adultes ne pèsent rien encore. Je suis remonté par le sentier. Ourson m'a rejoint à mi-chemin, sortant du bois comme s'il l'avait toujours fait, à l'heure précise. Devant la porte de la glacière, un homme était assis sur la marche de pierre. Un vieil homme, sec, les mains larges, une casquette de drap posée à côté de lui. Il avait une hache à long manche appuyée contre son genou et un rouleau de toile cirée sur les jambes. Il a levé la tête à mon arrivée. Il devait avoir près de 80 ans. Ses yeux étaient d'un bleu très pâle, presque délavés par les hivers. « Firmin Rocher », a-t-il dit en se levant lentement. « J'ai travaillé pour votre grand-mère à 15 ans. Elle m'avait fait jurer, quand elle a su qu'elle partait, que si vous veniez un jour, je serais là. Vous êtes venu. Alors je suis là. Il a tendu la hache comme on tend un outil, pas comme on tend une arme. Faut refaire la toiture avant les gelées de mars, mademoiselle. Ça peut encore geler dur 3 semaines. Après, la neige tombera à l'intérieur, et là, c'est fini. Il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas dit bienvenue. Il ne m'a pas serré la main. Il a défait la toile cirée, et il m'a montré un plan tracé à l'encre bleue. Très net, très ancien. La coupe de la glacière avec toutes ses côtes, la ventilation basse, les évacuations d'eau de fonte, l'emplacement exact de chaque étagère. Un plan que ma grand-mère avait dessiné elle-même, sans doute dans les années 60, quand elle savait déjà qu'elle ne réparerait plus rien seule. Ce soir-là, après avoir mangé du pain et une soupe qu'il avait apportée dans un pot de fer, Firmin est reparti dans la nuit sans un mot. Ourson s'est couché près de la cheminée. J'ai passé la main sous l'établi central, à l'endroit qu'il m'avait indiqué du menton avant de partir. Un tiroir secret glissait sur des rails huilés, invisibles depuis la salle. À l'intérieur, il y avait un carnet relié de cuir brun, gonflé, tenu par un ruban. Je l'ai ouvert. La première page portait, tracée d'une écriture penchée que je commençais à connaître, une phrase seule au milieu du papier. Une phrase qui semblait avoir attendu, elle aussi, très longtemps. Si tu lis ceci, méfie-toi de l'homme aux gants noirs de lion. Il m'a fallu 3 soirs pour comprendre l'ampleur de ce que ma grand-mère avait laissé dans ce carnet. Firmin m'a aidé à en déchiffrer les pages, une à la lueur d'une lampe à pétrole qui grésillait doucement. Elle y avait consigné, en 50 ans, tout ce qu'elle savait du froid, du lac gelé, des plantes de son jardin. Des colonnes de température, des schémas de blocs de glace numérotés, des dates de récolte. Et, glissées entre les notes techniques, des recettes. Des recettes de sorbet sur des feuilles cousues, écrites d'une main plus lente, comme on écrit des choses qu'on sait précieuses. Elle sortait au lac de la Cerva en février, m'a expliqué Firmin, la casquette posée à côté de lui sur l'établi. On coupait la glace en carrés d'1 mètre. On les tirait au traîneau à 2 chevaux, jusqu'ici. On les rangeait entre des couches de paille et de sciure de sapin. Ça tenait jusqu'en septembre facilement. On les vendait aux poissonneries, aux bouchers de Chambéry, aux hôpitaux. Puis les frigos sont arrivés, et personne n'a plus voulu de la glace des Bauges. Sauf elle. Elle en voulait toujours. Il a passé la main sur la couverture du carnet. Une main énorme, brune, calleuse. Elle disait que la glace naturelle avait un goût, que la glace de moteur, non. Les gens du village ont d'abord ri.
Puis ils ont commencé à avoir peur. Ça a été plus vite qu'on ne pense, la peur. J'ai compris, en lisant les recettes, ce que ma grand-mère avait cherché toute sa vie. Elle avait inventé, à partir des plantes qu'elle cueillait elle-même sur les alpages, des sorbets qui n'existaient nulle part ailleurs. Génépie, mélisse alpine, myrtille sauvage, reine des prés, serpolet des rocailles. Elle notait en marge « Ne pas bouillir, la fleur meurt ». Sucre de betterave, pas de canne, sinon écrase le parfum. Laisser reposer 12 heures avant turbinage. Une chimie de la patience, très différente de celle qu'on m'avait apprise à l'école. Une chimie qui parlait la langue des saisons. Je passais mes matinées sur le toit avec Firmin. On changeait les lauses cassées, on refixait les chevrons pourris, on colmatait les joints avec un mortier de chaux qu'il préparait à sa façon. Ourson tirait derrière lui une petite luge de bois qui nous montait les outils depuis le bas. Il l'avait fait, m'a dit Firmin, quand il était plus jeune, avec ma grand-mère elle-même. Il retrouvait les gestes comme on retrouve une chanson. Un matin de la 2e semaine, une camionnette bleue est montée par le chemin. Un jeune homme en est descendu. Une trentaine d'années, brun, une barbe courte, des mains larges tachées de suie. Il avait posé sur la portière sans un mot un jeu de charnières en fer noir, longues, bien travaillées. Julien Cheval, a-t-il dit. Forgeron mécanicien au village. On m'a dit qu'il vous fallait des charnières pour la porte du fond. Elles sont à vous. Combien vous dois-je ? Ai-je demandé. Il a regardé Ourson qui reniflait tranquillement le pneu avant. Rien. Votre grand-mère avait ferré ma jument il y a longtemps, alors qu'elle n'était pas maréchal ferrant. Une dette de famille. Bonne journée, mademoiselle. Il est reparti sans attendre. J'ai posé les charnières sur l'établi. J'ai eu un moment de vertige, comme quand on comprend qu'on est entré dans une histoire plus vieille et plus longue que soi. Le carnet, page après page, me rendait ma grand-mère. Je la voyais partir seule à l'aube, un panier au bras, cueillir la mélisse à la rosée. Je la voyais peser le sucre au demi-gramme. Je la voyais couper la glace du lac dans l'aube noire de février, en foulard de laine, entourée de 3 hommes silencieux, dont Firmin était le plus jeune. Je la voyais aussi plus tard, marcher seule dans le village où plus personne ne la saluait, sa tête toujours haute. Un soir, en rangeant, j'ai retrouvé au fond de ma valise la petite cuillère en argent gravée d'un F. Je l'ai posée à côté du pot ancien de ma grand-mère. Un pot en grès vernissé, de la taille de 2 poings, avec un couvercle à joint. J'avais préparé ce jour-là ma première glace au génépi. La liqueur venait d'une bouteille poussiéreuse trouvée dans la cave. Le sucre venait de Firmin. La crème, du petit troupeau de Célestine à qui je n'osais pas encore reparler. J'ai ouvert le pot. Le froid a monté en petit brouillard. J'ai plongé la cuillère. Le goût est arrivé en 3 vagues. D'abord la fraîcheur, très nette, puis l'amertume douce du génépi, sa sécheresse d'herbe de haute montagne. Puis, tout à la fin, un fond légèrement sucré, un fond de miel qui n'était pas le miel, mais qui lui ressemblait. Je me suis assise sur le tabouret. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai simplement pensé à ma mère. Je me suis souvenu d'une phrase qu'elle m'avait dite un matin à l'hôpital, en me tendant cette même cuillère. « Pour goûter la vie, ma fille, avant qu'ils ne t'apprennent à la subir. » Alors seulement, très vite et sans bruit, mes yeux se sont mouillés. Ourson est venu poser son museau sur mon genou. Ses grands yeux marrons me regardaient sans étonnement. Ce soir-là, à la nuit tombée, quelqu'un a glissé une enveloppe sous la porte. Je l'ai trouvée en fermant. Une enveloppe blanche, sans timbre, tapée à la machine à écrire. À l'intérieur, une seule feuille. En tête, Glacelion S.A., 14 quai du Rhône, Lyon. Une offre d'achat pour la glacière du Vieux Moulin et les 2 hectares. 8 000 francs versés à la signature sous quinzaine. Signé d'un paraphe illisible. Personne ne pouvait savoir que je faisais du sorbet ce soir-là. Personne, sauf quelqu'un qui savait déjà tout de la maison et qui s'y intéressait de nouveau.
J'ai répondu à l'offre par un courrier recommandé de 3 lignes. Je remerciais la société pour son intérêt. Je précisais que la propriété n'était pas à vendre. Je signais de mon nom, sans autre titre. Je suis descendu moi-même à la poste de Chambéry pour l'envoyer, avec Julien qui m'avait proposé de m'y conduire dans sa vieille Citroën grise. Ourson était assis à l'arrière, la tête haute, comme un passager de longue date. Dans la voiture, Julien ne parlait pas beaucoup. C'était un homme de peu de mots, mais qui écoutait avec une attention qu'on remarquait après. Je lui ai raconté sans savoir pourquoi ma journée du lendemain. Je voulais descendre à Aix-les-Bains, présenter mes sorbets au Palace Thermo qui rouvrait ça pour la saison. Il a hoché la tête. « Prenez la Citroën, m'a-t-il dit. Elle est vieille, mais elle tient. Je vous la prête pour 2 jours. Ramenez-la quand vous voudrez. » Il n'a pas ajouté qu'il me faisait confiance. Il n'avait pas besoin de le dire. Le lendemain matin, Ourson est monté à l'avant. J'avais 4 pots en grès dans une glacière en zinc, capitonnée de paille, à l'arrière. Génépi, myrtille sauvage, mélisse, et une petite quantité d'un sorbet expérimental à la Reine des Prés que j'avais préparé dans la nuit. J'ai roulé lentement dans les lacets qui descendent des Bauges vers le lac du Bourget. Le printemps commençait, timidement. Des jonquilles me poussaient déjà dans les talus. À Aix-les-Bains, les palaces rouvraient leurs volets un à un. J'ai frappé à 3 portes de service. 3 refus. Le premier, poli mais rapide. « On a nos fournisseurs, mademoiselle, en gros et depuis 20 ans. » Le deuxième, m'offrant. « Un sorbet artisanal en montagne? Vous savez combien de couverts on sert un soir de gala ?» Le troisième, aimable, presque désolé. Le pâtissier était sorti, on prendrait ma carte, on rappellerait peut-être. Je savais qu'on ne rappellerait pas. Je me suis assise sur un banc du parc thermal, dos au platane. J'ai regardé Ourson pisser tranquillement contre un pilier. J'ai eu un moment de découragement précis, presque net, comme une porte qui se referme. Puis je me suis relevé, j'ai tapé la poussière de mon manteau, j'ai regardé la carte du dernier hôtel qui restait sur ma liste. Un palace un peu plus petit, un peu plus ancien, en retrait du grand boulevard. L'hôtel des Sources, sur la façade en pierre blanche. C'est un vieux Savoyard qui m'a reçu à l'office. Un homme d'une 60aine d'années, veste blanche impeccable, moustache grise taillée, des mains larges et couvertes de fines cicatrices de brûlure qui sont la carte d'identité des pâtissiers. Il s'appelait Louis Barthélemy. Il m'a écouté sans m'interrompre. Il n'a pas posé de questions. Il a seulement dit, à la fin, « Faites-moi goûter. » J'ai ouvert le pot de Génépi. J'ai plongé une petite cuillère de dégustation. Je lui ai tendu. Il a fermé les yeux. Il l'a porté à sa bouche. Il n'a rien dit pendant très longtemps. Puis il a rouvert les yeux, et j'ai vu qu'ils étaient humides, ce qui, chez un vieux pâtissier savoyard, est un événement. « Ma mère servait ça, a-t-il dit, très bas. Avant-guerre, dans une petite pension au-dessus de Chambéry. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Elle ne voulait jamais me donner la recette. Elle disait qu'elle n'était pas d'elle, qu'elle l'avait apprise d'une dame de la montagne. Je croyais que cette glace-là était morte avec elle. Il a regardé le pot, il a regardé mes mains. « Vous êtes de qui ?»« Séraphine Fontaine était ma grand-mère, ai-je dit. » Il a hoché la tête plusieurs fois de suite, comme quelqu'un qui recoue dans sa tête une histoire ancienne. « Alors la dame de la montagne s'appelait donc comme ça, a-t-il murmuré. Je vous prends 20 kilos pour ouvrir la saison. 5 parfums, en alternance, chaque semaine. Livraison le mardi matin. Payé à la livraison, on verra pour la suite. » Il m'a serré la main. Une poignée solide, brève, celle d'un professionnel qui a pris sa décision. Je suis rentré à la nuit. Ourson dormait, la truffe sur ma cuisse. Je pleurais et je riais à la fois, comme on rit dans les films quand on ne sait pas quoi faire d'une bonne nouvelle. À un virage au-dessus de la motte, j'ai arrêté la voiture. Je suis descendu. Le lac du Bourget scintillait très bas, presque noir sous la lune. J'ai dit à voix haute, sans savoir à qui je parlais, « Merci, grand-mère. »
Le lendemain, Célestine Aubry a frappé à ma porte, la boulangère du village. Elle avait un panier tressé à la main, recouvert d'un torchon rouge et blanc. « J'ai vu que vous étiez rentrée heureuse hier soir », a-t-elle dit sans lever tout à fait les yeux. La voiture montait doucement. On voit ces choses-là dans un village comme le nôtre. J'ai attendu. Elle a posé le panier sur le seuil. À l'intérieur, il y avait 2 miches de pain de campagne encore tièdes, un pot de confiture d'érel et un petit paquet enveloppé de papier huilé. « Je vous dois quelque chose, mademoiselle. Ma petite fille Léonie, elle a 8 ans maintenant. Quand elle était bébé, elle avait une fièvre qui ne baissait pas. Les médecins de Chambéry avaient renoncé. Ils disaient qu'il fallait la laisser partir. Votre grand-mère est venue une nuit sans qu'on la lui demande. Elle a fait bouillir de la reine des prés et une autre plante que je ne connaissais pas. Elle a veillé sur elle jusqu'au matin. La fièvre est tombée à 5 heures. On n'a plus jamais rien dit à ma petite fillarde de cette nuit-là. Et moi, quand vous êtes arrivé, je vous ai parlé comme si je ne me souvenais de rien. Ce n'était pas juste. Pardonnez-moi mon accueil. Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. J'ai pris le panier. Je l'ai remerciée. Elle a hoché la tête et elle est repartie, très droite, sur le sentier. Le soir, en rangeant la cuisine, Ourson s'est étiré à mes pieds. Sa patte arrière est passée sous la lampe et j'ai vu sur la face interne de la cuisse une cicatrice que je n'avais pas remarquée. Ronde, précise, la peau plus claire à l'intérieur, les poils poussant en désordre autour. Une brûlure ancienne. Pas un accident. Quelqu'un avait, un jour, appuyé quelque chose de très chaud sur ce chien. Je me suis agenouillé près de lui. Il ne s'est pas retiré. Il m'a regardé avec ce calme des animaux qui savent que la douleur d'autrefois est finie. J'ai passé doucement le doigt sur la cicatrice. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon vieux ?» ai-je dit tout bas. Il n'a pas répondu, évidemment. Mais dans ce silence-là, j'ai compris que l'homme aux gants noirs de lion n'était pas seulement une phrase dans un carnet. Il est venu un mardi d'avril, un peu avant midi. Une berline noire, propre, avec des jantes chromées, a remonté le chemin plein d'ornières et s'est arrêté devant la glacière comme si de la boue n'existait pas pour elle. Ourson s'est levé de sa place au coin du foyer. Il n'a pas grogné. Il s'est mis sur ses pattes, très droit, le poil hérissé sur les épaules. Firmin, qui posait des tuiles neuves, est descendu de l'échelle sans un mot. Il n'a même pas essuyé ses mains dans son mouchoir. Il est venu se placer à côté de moi, la casquette dans la main gauche. L'homme qui est sorti de la berline avait la cinquantaine passée. Grand, mince, un manteau de laine grise coupé à Paris, une chevalière discrète, une allure de conseiller d'État en tournée. Il portait, malgré le soleil d'avril déjà chaud, des gants de cuir noir. Il ne les a pas retirés, même pour tendre la main. Il n'a d'ailleurs pas tendu la main. « Mademoiselle Fontaine », a-t-il dit avec un sourire mesuré. « Théodore Belanger, président-directeur général de Glace Lyon. Vous n'avez pas répondu à notre offre. » Enfin, si, vous y avez répondu par la négative. J'ai voulu venir moi-même. Certaines affaires ne se traitent pas par courrier. Sa voix était douce, presque agréable. Sa façon de parler, très polie. Rien, dans son maintien, ne trahissait autre chose qu'une bonne éducation et une expérience longue des salons. C'est cela précisément qui m'a mise mal à l'aise. Il a regardé la façade, le toit à moitié refait, la porte à charnière neuve. Il a même hoché la tête comme un homme qui reconnaît le travail bien fait. « Vous avez bien avancé, mademoiselle. Je vous en félicite. J'ai peur cependant que vous n'ayez pas mesuré l'ampleur de la tâche. Une glacière artisanale aujourd'hui, en Savoie, sans réseau, sans logistique de chaîne du froid, sans laboratoire aux normes, sans transporteur agréé. Je vous parle d'hommes d'affaires à jeunes femmes sérieuses. Vous ne tiendrez pas 3 saisons. Vous vous userez avant. » Il a marqué une pause. Il a sorti d'une poche intérieure une enveloppe cartonnée, ivoire, à ses armes. Notre nouvelle offre. 40 000 francs à la signature. Une place au conseil d'administration de notre division, terroir et tradition, que nous lançons cet automne.
Un appartement de fonction à Lyon, quai du Rhône, avec vue sur la Saône. Et j'y tiens personnellement un salaire mensuel, comme consultante, égal à celui d'un directeur d'usine. Nous conserverions le nom, l'esprit, l'origine. Vous partiriez de rien, vous auriez tout. Réfléchissez-y sérieusement, mademoiselle. Peu de gens dans votre situation reçoivent une telle main tendue. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai tenue une seconde. Je la lui ai rendue sans l'ouvrir. Merci, monsieur Belanger. Ma réponse reste la même. Il n'a pas paru surpris. Il n'a même pas paru contrarié. Il m'a regardé un long moment, comme un naturaliste regarde une espèce qui l'intéresse. Puis il s'est tourné pour partir. En passant près d'Ourson, il s'est arrêté. Il a tendu la main gantée très lentement vers le museau du chien. Ourson a reculé d'un demi-pas et il a grondé, dans le fond de la gorge, une note grave et longue que je n'avais jamais entendue chez lui. Belanger a souri. « Ce chien ressemble à celui de votre grand-mère », a-t-il murmuré, presque pour lui seul. La même étoile blanche sur le poitrail. Elle non plus n'a pas voulu comprendre. Il est monté dans sa berline. Il a refermé la portière sans bruit. La voiture est repartie. Firmin est resté immobile pendant plusieurs minutes, après que le bruit du moteur s'était éteint dans la vallée. Puis il a mis sa casquette. Il l'a retirée. Il l'a remise. Il s'est assis lourdement sur la marche de pierre, comme un homme dont les jambes ne le portent plus tout à fait. « Il faut que je vous dise, mademoiselle, a-t-il commencé. Il faut que je vous dise ce que je n'ai jamais dit à personne. J'aurais dû le dire il y a 40 ans. Je ne l'ai pas fait. Je vais le faire maintenant. » Il a longuement regardé ses mains. Belanger, il n'est pas arrivé aujourd'hui. Il est arrivé en 1962. Il avait 25 ans. Il sortait d'une école d'ingénieur à Grenoble. Il faisait un stage d'été chez un négociant de glace en gros à Lyon. On l'avait envoyé au Bauges, en tournée, pour évaluer les producteurs traditionnels. Il était monté ici, il était revenu. Il est revenu très souvent. Votre grand-mère avait 55 ans à l'époque. Elle était veuve depuis 10 ans, elle était encore très belle. Lui, il lui parlait de sa mère à lui, décédée. Il lui parlait des plantes, il posait 1000 questions. Il notait tout. Elle lui a fait confiance. Elle lui a montré ses recettes. Elle lui a montré la porte du fond. Pas la grotte, non, la grotte. Personne ne l'a jamais vue de son vivant, sauf elle. Mais tout le reste, oui. Il s'est passé la main sur le visage. Puis un jour, elle a compris. Il n'était pas là pour elle. Il était là pour les recettes. Il voulait industrialiser. Il voulait déposer les noms. Elle l'a chassé un dimanche matin, devant moi. Elle avait 15 ans de plus que lui. Elle lui a parlé plus fort que je n'ai jamais entendu quiconque parler. Il est descendu au village. En 3 semaines, une rumeur a commencé. Une rumeur de sorcellerie. On l'a appelée la sorcière du froid. On a dit qu'elle empoisonnait ses glaces avec des herbes qu'elle seule connaissait. On a dit qu'un enfant avait été malade, mensonge. On a dit qu'un vieux paysan était mort après avoir mangé un de ses sorbets. Un homme qui avait 93 ans et une pleurésie. Le curé de l'époque l'a cru. Le maire l'a cru. Le village a suivi. En 3 mois, sa clientèle s'est effondrée. En 1 an, elle ne vendait plus rien. Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient très pâles et très fatigués. Elle a tenu quand même. Elle a tenu jusqu'à sa mort, seule, ici, avec des chiens qu'elle appelait oursons, l'un après l'autre. Le nom passait de chien en chien. Elle a écrit son carnet. Elle a attendu que quelqu'un vienne. Moi, j'avais 18 ans à l'époque de la rumeur. Je travaillais chez elle depuis 3 ans. Je savais que c'était faux. Je savais qui avait allumé le feu. Je n'ai rien dit. J'avais peur pour mon poste. J'avais peur pour ma mère qui était malade au village. J'avais peur pour mon père qui buvait. J'ai baissé la tête. Pendant 40 ans, mademoiselle, j'ai baissé la tête. Il ne pleurait pas. Firmin ne pleurait pas. Je crois qu'il n'avait jamais pleuré devant personne. Mais sa voix, à ce moment-là, était devenue très étroite.
comme s'il forçait un passage à travers quelque chose de dur. J'ai posé la main sur son épaule. Je n'ai pas su lui dire tout de suite ce que je pensais. Je savais seulement, très clairement, que je ne pouvais plus me contenter de refuser. Ce n'était plus une affaire. C'était une vengeance qui traversait 2 générations, et j'étais, moi, la seconde. Cette nuit-là, Ourson m'a réveillé en aboyant. Il ne l'avait jamais fait depuis mon arrivée. Un aboiement rauque, répété, qui montait de la porte du fond. J'ai enfilé mes bottes, j'ai pris la lampe à pétrole, j'ai ouvert. La remise à sûre de sapin, adossée à la glacière, brûlait déjà. Une odeur âcre montait dans l'air froid de la nuit. Une flamme jaune léchait la porte de bois. Sur la neige, encore tassée par endroits, il y avait des empreintes d'hommes. 2 paires. Elles descendirent dans le bois, vers la route. J'ai crié. Firmin est arrivé en 3 minutes, torse nu sous son manteau. On a jeté 2 seaux d'eau, puis un 3e, puis on a tassé la neige avec des pelles pour étouffer le foyer. Ourson courait de l'une à l'autre, sans jamais s'approcher trop près du feu, comme s'il connaissait déjà cette peur-là. Sa cicatrice ronde luisait sous la flamme. Quand tout a été éteint, Firmin s'est retourné vers moi. Il avait la moitié du visage noirci par la suie. « Il ne fait que commencer, mademoiselle. La prochaine fois, ce ne sera pas la sûre. » Fin juin est arrivé sans nous laisser souffler. Les palaces d'Aix passaient commande régulière, 5 parfums par semaine, 20 kilos, puis 30. Un hôtel de Megève avait pris contact, un autre d'Annecy. Nous vivions un rythme que je n'aurais pas cru possible 3 mois plus tôt. Firmin avait pris avec lui 2 jeunes du village, un cousin de Julien et un neveu de Célestine. Ourson, lui, dormait plus longtemps le matin, mais il continuait à me suivre partout, un peu plus lent, la truffe grisonnante. Il fallait, avant l'été, remonter les dernières glaces d'altitude du lac de la Cerva. Le lac gèle en surface tout l'hiver, à cause de son altitude et de son orientation nord. Fin juin, on y trouve encore, dans une combe à l'ombre, une plaque de glace intacte, parfaite, épaisse d'1 mètre. C'est de cette glace-là qu'on tire les meilleures conservations d'été. Nous sommes montés à 4, un matin, à l'aube. Firmin, Julien, un petit paysan appelé Marius et moi. Ourson trottait devant. Il connaissait le sentier mieux que nous. Nous portions les scies, les pinces à glace, les traîneaux de bois pliants. La montée dure 3 heures. Nous sommes arrivés en haut du col au petit matin. La combe qui abrite le lac s'ouvrait devant nous, une cuvette sombre entourée de pierriers. Le soleil ne l'atteignait qu'en fin de matinée. Julien s'est arrêté le premier. Il a levé la main. Nous nous sommes arrêtés derrière lui. Il regardait fixement l'eau. « Il y a quelque chose qui ne va pas, a-t-il dit. » Le lac, dans mon souvenir des cartes de ma grand-mère, devait être d'un vert sombre et clair. Ce matin-là, il était laiteux, presque blanc, avec une pellicule pâle en surface. Une odeur montait, ténue mais bien présente. Une odeur de calcaire chauffé, une odeur minérale et sèche que je connaissais du laboratoire. Sur la rive, il y avait 4 truites mortes, ventres en l'air. Puis, quand on est descendu, 7. Puis, dans un rayon de 50 mètres, plus d'une trentaine. Ourson s'est arrêté au bord. Il a reniflé une fois. Il a reculé. Il ne buvait pas. J'ai posé ma trousse sur une pierre. J'ai sorti un petit flacon, un tube, un papier réactif. 3 minutes suffisaient. Le papier a viré au violet foncé, comme je le craignais. Chaux vive, ai-je dit. On a déversé de la chaux vive en amont. Beaucoup. Ce n'est pas un accident agricole. C'est délibéré. Firmin s'est assis lourdement sur une pierre. Il a retiré sa casquette. Il l'a serrée entre ses doigts jusqu'à la déformer. Toute la glace est fichue, a-t-il dit. On ne peut même pas la vendre pour un abattoir. Elle porterait le goût pendant 2 ans. Nous sommes redescendus en silence. 200 kilos de commandes déjà signées avec les palaces pour juillet et août. Impossible à honorer. Une réputation qui commençait à peine à se construire et qui pouvait s'effondrer en 1 semaine si nous ne livrions pas. La gendarmerie est venue le lendemain. 2 hommes fatigués qui ont noté sur un carnet, qui ont regardé les truites mortes, qui ont haussé les épaules.
Un débordement d'exploitation agricole, mademoiselle? Ça arrive. On enquêtera? Ne comptez pas trop dessus, franchement. La chaux, ça se dilue vite dans les eaux d'altitude. On ne retrouvera pas le camion. Le soir même, le téléphone a sonné dans la petite cabine que Julien avait raccordée dans la remise. Belanger. Il n'a pas eu la décence d'attendre plus longtemps. Mademoiselle Fontaine, une bien triste nouvelle m'est parvenue. Votre approvisionnement compromis, m'a-t-on dit. Je suis sincèrement navré. La montagne est cruelle parfois. Comprenez ma position. J'ai un devoir envers l'industrie de la région. Je maintiens une offre, réduite bien sûr par les circonstances, à 15 000 francs. Je crois que ce serait sage, dans votre intérêt. J'ai raccroché sans un mot. Je me suis assise sur la marche de pierre. La nuit était douce. Les criquets chantèrent déjà. Ourson est venu poser sa tête sur mes genoux. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai pensé sérieusement à partir. Pas pour rentrer en Bourgogne. Cette porte-là était fermée. Mais pour aller ailleurs, à Lyon peut-être, chercher un vrai laboratoire, un vrai poste. J'étais fatigué. Ma nuque me faisait mal. Le médaillon de ma mère, dans ma poche, ne pesait plus rien. Je me suis endormi contre la porte, tout habillé, la lampe à pétrole allumée à mes pieds. Il devait être minuit passé. Vers 2 heures, Ourson s'est mis à gratter. Pas à la porte extérieure, non. Au fond de la salle, contre le mur ouest. Il grattait avec insistance, avec une patience méthodique, comme un chien qui a trouvé une piste. Il grattait la pierre elle-même. Je me suis levé en somnolant. J'ai porté la lampe au fond. Le mur était constitué de grosses pierres calcaires, montées à sec par ma grand-mère ou par son père. Je les avais vues 100 fois. Ourson insistait sur une pierre en particulier, à la hauteur de sa poitrine. J'ai posé la main dessus. Elle était différente des autres. Elle sonnait creux. J'ai frappé du plat de la main. Le son n'était pas celui d'une pierre pleine. C'était un son de vide, un son de galerie. Je me suis agenouillé. Firmin dormait dans la remise. Julien ne serait pas là avant le matin. Je pouvais attendre. Je le savais. Et pourtant, cette nuit-là, il m'a semblé que je ne pouvais plus attendre. Que quelque chose dans ce mur m'attendait depuis longtemps, moi et pas n'importe qui d'autre. J'ai pris le pic à glace de Firmin. J'ai dégagé le mortier. La pierre, en 3/4 d'heure, s'est laissée retirer. Derrière elle, il y avait un vide sombre, une odeur d'humidité minérale et un souffle d'air froid très net qui montait sur mon visage. Ourson est passé le premier, comme s'il connaissait déjà. J'ai relu à ce moment-là une phrase que j'avais souvent survolée sur la dernière page du carnet de ma grand-mère. Une page que j'avais toujours prise pour un croquis inachevé ou une divagation. La grotte se trouve au bout du corridor du fond. Il y a 11 pas. Ne dis rien à personne. Ce que la montagne t'a confié ne le rend qu'à ceux qui savent la remercier. J'ai compté 11 pas. Le corridor n'était pas taillé de main d'homme, du moins pas entièrement. C'était un boyau naturel dans la roche calcaire, agrandi ici et là, avec de la place pour passer sans se courber. Le froid s'intensifiait à chaque mètre. J'ai vu, très vite, mon souffle qui devenait blanc. Au 11e pas, la paroi s'est ouverte. Ourson s'est arrêté, il s'est assis. Il attendait que je regarde. J'ai levé la lampe. Ce que j'ai vu m'a coupé la voix. Une cavité immense s'ouvrait devant nous. Peut-être 30 mètres de long, autant de haut. Le plafond était formé de draperies de calcite blanche. Le sol, en pente douce, descendait vers un bassin sombre, très pur, où bouillonnait un affleurement de sources. Tout autour du bassin, en piles hautes de plusieurs mètres, il y avait de la glace. De la glace naturelle, vive, formée par le contact de la source glacée et de l'air constant de la caverne. La lumière de la lampe se démultipliait dans les faces de glace, en dizaines de reflets froids et lents. J'ai compris, en 1 seconde, ce que ma grand-mère avait gardé secret. Ici, la glace ne dépendait pas de l'hiver. Ici, elle se régénérait toute l'année.
Je me suis avancé jusqu'au bord du bassin. J'ai posé la main sur la roche. Elle était humide, très froide, parfaitement lisse par endroits. Le silence était complet à part le tintement lent de gouttes qui tombaient quelque part, au rythme d'un cœur qui bat sans hâte. « Grand-mère » ai-je dit sans lever la voix. J'ai pensé que la caverne me répondrait par un écho. Elle n'a pas répondu. Elle a fait mieux, elle a gardé le silence. Ourson a jappé une fois, court, comme un rappel. Puis un craquement sec est passé au-dessus de nous. Un son de pierre qui cède. Le plafond d'une des voûtes latérales, fragilisé sans doute par des siècles de gel et de dégel, a lâché à cet instant précis. Une dalle plate, longue comme mon bras, m'est tombée sur les jambes. Une autre plus petite a heurté ma tempe. La lampe est sortie de ma main, elle a roulé, sa flamme s'est éteinte contre l'humidité. J'étais dans le noir. J'ai voulu me relever. La dalle me clouait au sol à mi-cuisse. Je pouvais bouger le haut du corps, mais pas les jambes. Je sentais, à distance, l'eau du bassin qui commençait à s'écouler dans une petite dépression sous moi, à cause de la chute qui avait dû déplacer une pierre du bord. L'eau montait lentement, mais elle montait. Le froid entrait dans mes vêtements par les cuisses. J'ai appelé. J'ai appelé Firmin, j'ai appelé Julien, j'ai appelé Ourson, qui était pourtant tout à côté. Ma voix était réverbérée par la caverne. Elle sonnait faux, elle sonnait perdue. J'ai touché ma tempe. Ma main est revenue humide, gluante. Le médaillon de ma mère était sorti de la poche. Je l'ai serré dans la paume gauche. Ourson était resté un instant contre moi, il a léché ma joue. Puis j'ai entendu ses pattes qui s'éloignaient dans le corridor, rapide, décidé. J'ai voulu le rappeler. Puis j'ai compris. Il partait chercher. Il partait chercher. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu. On m'a dit après que ça avait duré près de 2 heures. Dans la caverne, on ne sait pas le temps. On sait juste que l'eau qui monte au ras de la cuisse devient à un moment l'eau qui monte au ras du ventre. Puis, plus tard, au ras de la poitrine. J'ai récité, tout bas, tout ce qui me passait par la tête, les noms de mes plantes, les recettes du carnet, la ligne de la première page. « Méfie-toi de l'homme aux gants noirs de lion ». Je l'ai répété comme une prière païenne. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à ma grand-mère. Je leur ai parlé toutes les deux, franchement, pour la première fois de ma vie. Puis j'ai entendu, très loin, un jappement, puis un bruit de pierre qu'on remue, puis la voix de Julien tendue qui hurlait mon nom. Ourson avait remonté le tunnel. Il était sorti par la porte du fond, il avait dévalé le sentier jusqu'à la route, il avait aboyé, aboyé, aboyé devant la vieille Citroën abandonnée à mi-pente que Julien, inquiet de ne pas me voir descendre au village, avait repéré dans l'après-midi. Il avait ramené Julien par le col en le mordillant doucement au poignet, comme les chiens de sauvetage tirent les hommes dans la neige. Il l'avait mené jusque dans la caverne. Julien a dégagé la dalle en une demi-heure, à main presque nue, avec une barre à mine que Firmin, réveillé par le bruit, et arrivé le troisième, lui a passé. Ils m'ont sorti. Je claquais des dents, ma tempe saignait toujours. J'ai vu, à la lueur de la nouvelle lampe, les pattes d'Ourson. Il avait creusé, dans le pierrier de l'entrée, à main nue, comme on dit d'un chien. Ses coussinets étaient déchirés jusqu'au sang. Il ne s'en préoccupait pas? Il me regardait depuis le pied de la civière improvisée que Julien avait faite avec 2 manches d'outils et sa veste. « Bon chien » ai-je murmuré. « Grand chien » il a fermé les yeux une fois. Il n'a pas besoin d'être flatté davantage. Il sait, lui, ce qu'il a fait. Je me suis remise en 4 jours. J'ai dû rester couché sous les ordres du docteur Perrin, un homme sec, un peu bourru, qui montait tous les 2 matins depuis le village. Ourson refusait de sortir de la chambre. Il dormait sur la descente de lit, les pattes bandées, l'œil ouvert. C'est pendant ces 4 jours-là que la fièvre est tombée sur l'école du canton. La première petite fille, elle est tombée un jeudi soir. Vendredi matin, il y en avait 3. Samedi, 7. Une méningite bactérienne, aiguë, très contagieuse. 3 classes fermées d'un coup, l'école mise en quarantaine, les enfants transportés en urgence à Chambéry,
1 heure et quart de route en été, plus long si l'ambulance faisait une deuxième tournée. Le docteur Perrin est arrivé un dimanche matin dans un état que je ne lui avais jamais vu. Décoiffé, la chemise déboutonnée, les mains qui tremblaient légèrement. « Il me faut de la glace, m'a-t-il dit sans même me saluer. De la glace en grande quantité, tout de suite. 7 enfants avec des fièvres à 41. Il faut faire tomber la fièvre avant le transfert, sinon on en perd 2 avant Chambéry. Toutes les glacières de la région sont fournies par Glace Lyon. J'ai téléphoné à 3 entrepôts ce matin. Rupture de stock partout. Rupture de stock en plein mois de juillet, vous m'entendez? Rupture de stock. Ils ont bloqué les livraisons. Je n'ai pas eu besoin de me demander pourquoi. Belanger avait donné un ordre depuis Lyon. Il voulait m'étrangler. Il n'avait sans doute pas prévu la méningite, mais peu lui importait. Chaque jour où je n'avais pas de glace pour mes clients était pour lui un jour de gagné. Il n'imaginait pas que le prix serait payé par des enfants. « Je vous en donne autant que vous voulez, docteur, » ai-je dit en me levant malgré la douleur. « Suivez-moi. » Je l'ai emmené par le corridor. Il a marché derrière moi sans un mot, la lampe à la main. Quand il a vu la caverne, il s'est arrêté 2 secondes. Puis il a compris, en médecin qu'il était, qu'il n'y avait pas de temps pour l'émerveillement. « Elle est pure ?» m'a-t-il demandé simplement. Source souterraine, calcaire dur, pas de filtration par surface? Apyrogène? Je vous en réponds sur ma vie. Bon, Firmin, Julien, prenez les scies, les traîneaux, les brouettes. On charge. Adèle, votre carnet, tout de suite. Votre grand-mère avait sûrement quelque chose contre les fièvres. J'ai ressorti le carnet. Nous avons cherché ensemble à la lueur d'une lampe. La reine des prés, oui. Le saule blanc aussi. Une infusion préparée en décoction lente, à petit feu, jamais bouillie. Une posologie prudente pour les enfants, calculée en poids. Je connaissais ces plantes par le laboratoire. Le docteur Perrin les connaissait par les vieux médecins qu'il avait informés. En 30 minutes, nous avions un protocole. Célestine est montée à 11 heures, tablier blanc, cheveux défaits. Sa petite fille Léonie faisait partie des 7. Fièvre à 41,6. Elle n'a pas dit un mot en me voyant. Elle a pris 2 seaux et elle a commencé à laver les récipients à eau bouillante avant même qu'on lui demande. Nous avons ouvert la caverne à tout le village. Nous avons chargé de la glace dans les brouettes, dans des sacs en toile, dans tout ce qui pouvait tenir. Julien a conduit la vieille Citroën entre la maison d'école et le dispensaire de Chambéry. 4 allers-retours d'affilée sans dormir. Je faisais bouillir la reine des prés dans de grandes bassines en cuivre que Célestine avait apportées de la boulangerie. Le père Anselme, le vieux curé, est arrivé le lundi matin, sans rien dire. Il a pris un torchon, il a essuyé les bassines. Il n'a pas prié à voix haute. Il n'a même pas fait le signe de la croix. Il a essuyé les bassines pendant 3 heures d'affilée, 3 jours et 3 nuits. Le docteur Perrin a fini par s'endormir debout, la tête contre un pilier de la glacière. On l'a laissé 1 heure, on l'a réveillé. Les fièvres tombaient, elles remontaient. Elles retombaient encore. La petite Léonie, à un moment, était descendue à 39,8, puis remontée à 42. Célestine ne quittait pas sa main. Elle ne pleurait pas. Elle regardait sa petite fille comme si elle voulait lui tenir la vie par les yeux. Au matin du 4e jour, à 5 heures moins le quart, Léonie a ouvert les yeux. Elle a demandé à boire. Elle a dit qu'elle avait faim. Célestine a posé son front sur les cheveux de la petite. Elle n'a pas fait plus. Elle n'a pas fait moins. Aucun des 7 enfants n'est mort. Le docteur Perrin m'a serré la main devant tout le monde, sur le parvis de l'école, un mardi matin. C'était un homme qui ne serrait pas les mains, en général. Il faisait des signes de tête. Ce matin-là, il m'a pris la main. Il l'a gardée un instant. « Sans vous, on en aurait perdu 3, a-t-il dit. Je le noterai dans mon rapport. Je le dirai partout. Le père Anselme est venu me voir le soir, chez moi. Il a retiré sa barrette. Il ne l'avait jamais retirée devant qui que ce soit dans le village, m'a dit Firmin plus tard. Il est resté un long moment à regarder Ourson dormir près du foyer. « Mademoiselle, a-t-il dit d'une voix basse, j'ai été injuste avec votre famille pendant longtemps.
Mon prédécesseur l'avait été avant moi. Je ne peux pas défaire ce qui a été fait. Mais je peux, aux offices de dimanche, prier pour Séraphine Fontaine sous son nom. Je le ferai désormais. Il a mis un long moment à repartir. À la porte, il s'est retourné. Ce chien-là, a-t-il ajouté en désignant Ourson du Menton. Ce chien-là, il n'est pas ordinaire, madame. Il m'avait appelé madame. Je n'y ai pris garde qu'après son départ. Un journaliste du Dauphiné libéré est monté le vendredi. Un jeune type au carnet à ressort qui écoutait bien. Son article est paru le dimanche suivant, en page 3, avec une photographie de la glacière prise au petit matin, la brume dans la vallée. Le titre était sobre. La glaçonnière des Bauges sauve les enfants d'un village oublié. Je ne l'ai su que plus tard, mais l'article a été repris à Grenoble, à Lyon, à Genève. Il est arrivé, un jeudi matin, sur le bureau d'un procureur qui ne l'attendait pas. Fin août, la glacière du Vieux Moulin a ouvert officiellement. Nous avions refait la façade, dégagé le talus, planté des tilleuls le long de l'allée. Le préfet est venu en personne, un homme peu bavard mais courtois, et il a signé l'acte reconnaissant les droits d'eau souterraine attachés au titre de propriété. Cela voulait dire, en langue simple, que la source de la grotte de Serpentine était à moi seul. Personne ne pourrait plus jamais tenter de la détourner ou d'en polluer la source en amont sans commettre un délit sérieux. Les palaces d'Aix ont doublé leurs commandes. Ceux de Megève sont venus signer sur place. Un chef de Genève a monté un après-midi entier. Il a goûté tous mes sorbets. Il m'a passé une commande hebdomadaire pour tout l'automne. Louis Barthélemy est monté aussi. Il n'a rien dit de particulier. Il a simplement regardé la caverne. Il a bu un café avec moi et Firmin. Il est reparti en hochant la tête plusieurs fois de suite. L'enquête judiciaire sur l'empoisonnement du lac a duré 5 semaines. Un chauffeur de Glace-Lian, un homme du sud de la France qui avait des dettes de jeu, a fini par parler. Il avait déversé la chaux vive un soir de juin sur ordre direct du bureau de Belanger. Il l'a raconté au juge d'instruction. Il l'a signé. Belanger a été arrêté à Lyon un matin de septembre, à la sortie de chez lui, alors qu'il montait dans sa berline noire. Il portait, m'a dit le journaliste qui me l'a raconté au téléphone, ses gants de cuir noir. Il n'a rien dit au photographe. Il a détourné la tête? Le procès viendrait plus tard. Il durerait, bien sûr. Ce n'était plus mon affaire. J'avais autre chose à faire. Un matin d'octobre, très tôt, avant même que Firmin ne soit arrivé, une petite voiture jaune est montée par le chemin. Elle s'est arrêtée devant la porte. Une jeune femme en est descendue. Elle portait un manteau qui avait été beau autrefois et qui ne l'était plus tout à fait. Ses cheveux étaient méta plus courts que dans mon souvenir. Elle était très amaigrie. Blandine. Elle s'est tenue à 3 mètres de la porte. Elle n'osait pas approcher. Ourson est sorti à côté de moi. Il l'a regardée. Il n'a pas grogné. Il n'a pas remué la queue. Il l'a regardée simplement comme on regarde quelqu'un qu'on ne connaît pas. Blandine a sorti de sa poche un petit paquet enveloppé dans un mouchoir. Elle l'a tendu sans avancer. « C'est à toi, a-t-elle dit. Ça n'aurait jamais dû quitter la maison. Elle est à toi depuis toujours. » Je suis descendu les 3 marches. J'ai pris le paquet. Le mouchoir s'est ouvert. La broche en argent de ma mère, avec sa petite chaîne fine, brillait doucement dans la lumière d'octobre. Blandine tenait ses mains l'une dans l'autre pour les empêcher de trembler. « C'est moi qui l'ai mise dans ta valise. Ma maman m'avait dit qu'il fallait. Elle disait que c'était pour ton bien. Elle disait que le fils Reboulé t'aimerait. Elle m'a dit tellement de choses que j'ai fini par ne plus les entendre. Papa est parti l'année dernière. Il vit dans un appartement à Beaune, il boit trop. Maman est partie l'été. Elle a rencontré un homme à Paris. Elle est là-bas maintenant. La maison, la vigne, il n'y a plus rien. Je vends. Je n'y arrive pas seul. Papa m'a demandé de te porter la broche. Il ne pouvait pas venir. Il t'a écrit une lettre. Elle est dans ma poche. Tu la liras si tu veux. Ou tu ne la liras pas. Elle a arrêté de parler. Elle regardait le sol. Elle attendait, je crois, que je la renvoie. Elle attendait peut-être que je crie. Je n'ai pas crié.
Je n'ai pas su tout de suite ce que j'avais envie de faire. J'ai regardé la broche, j'ai regardé ma demi-sœur. J'ai pensé à ma grand-mère qui avait attendu, elle, 40 ans, que quelqu'un vienne réparer. Il y a du café dedans, ai-je dit. Rentre. Blandine est entrée. Elle a posé son sac près de la porte. Elle laisse rester debout un long moment, comme quelqu'un qui a peur de laisser des traces. Ourson s'est couché à mes pieds, il n'a plus bougé. Nous avons parlé 1 heure. Elle m'a raconté ce que je devinais déjà. Elle a pleuré une fois, sans excès. J'ai proposé à la fin. Je lui ai proposé un travail à la petite boutique que j'avais ouverte au village, tenue en alternance par Célestine et par une jeune fille du hameau voisin. Un travail, pas un pardon. Un salaire, pas une place dans la maison. Elle a hoché la tête. Elle a compris. Grand-mère disait, ai-je murmuré en la reconduisant à la porte, que la rancune fait fondre plus vite que le soleil. Je ne suis pas encore certaine qu'elle avait raison, mais je crois que je vais essayer de le croire. Blandine est repartie à midi. Elle est revenue 3 semaines plus tard avec une valise. Elle s'est installée chez Célestine, à qui je l'avais recommandée. Elle a tenu la boutique tout l'hiver. Nous n'avons jamais reparlé, elle et moi, de la broche, ni de la nuit de pluie en Bourgogne. Nous n'en avons pas eu besoin. Certaines choses, quand elles sont dites une fois clairement, n'ont pas besoin d'être rappelées. Le 15 octobre, au matin, je me suis levé à 5 heures. La brume dormait dans la vallée, une brume basse et blanche qui recouvrait les toits du village comme une couverture. Ourson s'est levé aussi, plus lentement qu'autrefois, la hanche un peu raide, la truffe presque tout à fait blanche maintenant. Je lui ai posé la main sur la nuque. Il a fermé les yeux. Nous sommes sortis ensemble. J'ai marché jusqu'à la porte de la glacière, café en main. Julien était déjà là, assis sur la marche de pierre, un mug fumant à la main lui aussi. Il ne dormait plus tout à fait chez lui depuis quelques semaines. Nous n'en parlions pas beaucoup. Il n'y avait rien à en dire. Certaines choses se disent en s'asseyant à côté, le matin, sans rien ajouter. Sur le chemin qui monte à la glacière, dans la brume, aligné en file lente comme un troupeau silencieux, il y avait 12 camions frigorifiques. 12. Je les ai comptés. Aix, Megève, Annecy, Genève, Chamonix. Une camionnette venue d'un restaurant étoilé de Lyon qui n'était pas encore ouvert au public. Un fourgon d'une maison de thé de Paris qui avait entendu parler des sorbets d'altitude par un chroniqueur. Les moteurs ronflèrent bas. Les phares jaunes trouinaient la brume. Des chauffeurs descendaient, saluaient de loin, patientaient. Personne ne klaxonnait. Personne n'était pressé. Ils savaient à tous où ils étaient prévenus. Ourson s'est assis en travers du seuil. Il avait le poil gris maintenant sur les côtes. La démarche un peu plus lente, mais il a levé la tête très droite quand le premier chauffeur s'est approché. Il n'a pas grogné. Il n'a pas remué la queue. Il a fait ce qu'il faisait depuis toujours, il a monté la garde. Un vieux chien qui a fait sa vie et qui la finira debout. Firmin est arrivé un peu plus tard, la casquette sur la tête. Il s'est arrêté à la lisière du chemin. Il a regardé les camions. Il a serré les lèvres. Puis il a retiré sa casquette et il est resté ainsi, tête nue, pendant peut-être 1 minute. Il ne me regardait pas, il ne regardait pas les chauffeurs. Il regardait, au-dessus de la glacière, le ciel pâle qui montait sur les Bauges. Il parlait sans doute dans sa tête à quelqu'un qui n'était plus là depuis presque 30 ans. J'ai bu mon café. Le soleil s'est levé au-dessus de la crête et la brume, doucement, a commencé à se déchirer. J'ai pensé à ma mère très brièvement comme on pense à une chose qu'on porte toujours. J'ai serré dans ma poche le médaillon rond. Il pesait ce qu'il avait toujours pesé, ni plus ni moins. Sur l'établi, à l'intérieur, le carnet de ma grand-mère était resté ouvert depuis la veille. En le fermant ce matin-là, j'ai remarqué une chose que je n'avais jamais vue. La toute dernière page, celle que je pensais vide, portait une seule ligne, écrite très bas dans le coin, comme on ajoute une dernière pensée avant de refermer un carnet pour de bon. L'encre était brune, un peu délavée. L'écriture, celle que je connaissais désormais mieux que la mienne.
Ce que tu bâtiras dans le froid durera plus longtemps que ce qu'ils ont brûlé dans leur feu. J'ai refermé le carnet. Je l'ai posé sur l'étagère du haut, à la place que ma grand-mère lui avait sans doute réservée depuis toujours. Dehors, un moteur a démarré, puis un deuxième. Le premier camion avançait pour le chargement. Julien s'est levé. Firmin a remis sa casquette. Ourson n'a pas bougé du seuil. Il n'avait pas besoin de bouger. Il était déjà à sa place. Je suis resté un moment sur la marche de pierre, à côté de mon vieux chien, à regarder la vallée qui s'éveillait sous nous. La lumière prenait sur les toits en lauze, sur le clocher penché de Sainte-Colombe, sur les jonquilles tardives qui avaient repoussé dans les prés. Il ne faisait ni froid ni chaud. Il faisait le temps qu'il fallait. J'ai pensé, sans savoir pourquoi précisément, à cette phrase que la vieille boulangère m'avait dite. Un matin de mars, en me tendant une miche gratuite et un conseil qu'elle croyait sage, « Repartez avant les rameaux, mademoiselle. » Les rameaux étaient repassés depuis longtemps. Pâques aussi. La Saint-Jean, l'Assomption, la Saint-Michel. Toutes les fêtes de l'année avaient traversé le village pendant que je réparais un toit, que je remontais des blocs de glace, que je veillais sur des enfants qui n'étaient pas les miens. Je n'étais pas reparti. Je n'étais plus la petite fille de personne. J'étais la fille de Sainte-Colombe-en-Bauge, la glaçonnière du vieux moulin, celle à qui on venait le matin, en file, apporter des thermos vides et des palettes de bois cerclées de fer. Ourson a soupiré doucement à mes pieds. Il a posé sa grosse tête sur ma cheville. Il a fermé les yeux dans la lumière. Il était vieux. Il était fier. Il avait fait son travail. Il pouvait maintenant s'endormir tranquille au soleil, sur la marche de pierre d'une maison qu'il avait attendue toute sa vie. Julien s'est approché du premier chauffeur. Il a demandé le bon de commande. Firmin est allé chercher les palettes dans la remise. La journée commençait comme toutes les autres, avec des gestes précis, des mots courts, des choses à faire. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait personne pour faire un discours. Il y avait seulement, dans la brume qui se levait sur les Bauges, une petite file de camions patients, un vieux chien couché en travers d'une porte, et une femme, moi, qui buvait son café en regardant le jour se poser. Ma grand-mère avait attendu, seule, dans cette maison, pendant plus de 40 ans, que quelqu'un vienne. Je n'étais pas venu vite. Je n'étais pas venu quand elle aurait voulu que je vienne. Mais j'étais venu. Et ce qui avait été bâti dans le froid, patiemment, durait maintenant plus longtemps que ce qu'ils avaient essayé de brûler dans leur feu. Elle avait raison. Il ne pouvait en être autrement. La brume s'est levée tout à fait. Le premier camion a été chargé. Il est reparti par le chemin, phares éteints désormais. Un deuxième s'est avancé à sa place. Ourson n'a pas ouvert les yeux. Il savait, sans avoir besoin de regarder, que ce jour-là, comme celui d'avant, comme celui d'après, se passerait bien.